Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Billet. J'interviens dans cette enceinte France Innovation puisque j'en suis le délégué général, mais également puisque je suis point de contact national EIC Accelerator. Dans quelques instants, vous aurez l'occasion d'avoir une présentation de l'équipe. Je suis accompagné de Gorka Gorazueter qui assure la coordination de ce point de contact national EIC Accelerator. On est ensemble pour 1 heure. On a fait le choix de faire un focus sur l'étape 2, la full application. Néanmoins, on va revenir quand même sur quelles sont les attentes sur le EIC Accelerator dans son ensemble et aussi c'est l'occasion de vous faire un retour d'expérience sur le dernier cut-off, donc le cut-off de mars. Donc Horizon Europe, c'est le programme communautaire qui couvre la période 2021-2027. Donc on est au milieu du gué. Ces différents piliers, comme on peut le voir, comme on va le voir bientôt en termes d'architecture. Sur le pilier 3, qui ne concerne plus directement, ce qu'on appelle Europe innovante, c'est 10 milliards d'euros sur la période, puisque le programme c'est 95,5 milliards d'euros sur 2021-2027. Et c'est au sein de ce pilier 3 qu'on va retrouver notamment l'EIC Accelerator. Donc là, c'est encore une fois des piliers formés différemment. Sur ce pilier 3, donc Europe innovante, il y a le Conseil européen d'innovation. Au sein du Conseil européen d'innovation, qu'on traduit par European Innovation Council, on va trouver différents mécanismes, dont l'EIC Accelerator. Un petit rappel pour certains ne sont pas forcément au fait. Pilier 2 qui concentre la majorité du budget sert à financer des projets collaboratifs top-down, c'est-à-dire que la Commission européenne édite régulièrement des programmes de travail avec des thématiques et là charge à des consortia de se former pour répondre à ces thématiques-là. Le IC Accelerator. Donc là, on est sur un dispositif, contrairement à ce qu'on a connu dans le passé, ce qu'on connaît majoritairement dans Horizon Europe, c'est un dispositif qui se veut monodéposant, c'est-à-dire qu'il y a un seul bénéficiaire. Ça peut être une personne physique, une start-up et une PME. On vous dit de suite, personne physique, je crois qu'on n'a jamais vu, ou en tout cas on les a jamais vus aller très loin. Donc on est plutôt sur des start-up qui candidatent et on est bien sur la deep tech. Start-up et PME. Également, les ETI sont les bienvenus sur certaines contraintes, notamment le fait qu'il y ait un refus de soutien bancaire et les ETI de moins de 500 personnes. On n'est pas sur la définition classique qu'on retrouve en loi de finances ETI. Là, on est bien sur ETI, moins de 500 personnes. On est sur des projets deep tech, alors qui ne sont pas forcément définis en tant que tels. On a plutôt des faisceaux d'indices pour se dire c'est la deep tech. C'est-à-dire en général, il y a des liens forts avec la recherche académique ou la recherche privée ou est issue directement de ce type de recherche. Il y a une disruption du marché, ça c'est l'objectif attendu de ces projets. Et en règle générale, sont associés start-up et deep tech. Donc, de fait, il y a des besoins très importants en financement puisqu'on est sur des projets avec une très forte intensité capitalistique. Le projet doit être central pour le déposant. En règle générale, c'est le projet de la start-up finalement qui est déposé dans le cadre de l'EIC Accelerator, ou une brique technologique tellement puissante qu'elle représente un actif très important pour le développement de l'entreprise. On est sur des niveaux de maturité technologique, c'est TRL5 atteint à minima. Ça ne veut pas dire que si vous avez atteint le TRL7, vous ne pouvez pas candidater, mais c'est à minima TRL5. Et en règle générale, il faut bien entendu démontrer, il faut qu'il y ait là aussi des faisceaux d'indices comme quoi vous êtes à minima TRL5 et donc bien éligible au dispositif EIC Accelerator. Et puis il y a une notion de sécurité économique avec de la vigilance sur les entreprises dont l'actionnariat est étranger pour certains domaines d'application considérés comme stratégiques pour l'Europe. Alors l'objectif de l'EIC Accelerator, donc c'est pour ces fameuses startups entreprises deep tech, sur des projets deep tech. Le timing est crucial et donc l'idée c'est de booster ces projets. Donc, en règle générale, c'est des projets avec une notion de risque, des besoins très importants. En règle générale, là aussi, les investisseurs seuls ont du mal à y aller. Et donc, l'idée, au travers de l'EIC Accelerator, avec ce financement qui peut être un financement mixte entre la subvention et l'intervention capitale, c'est d'attirer aussi d'autres investisseurs. Donc, on a une subvention qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros en lump sum, c'est-à-dire une somme forfaitaire. On pourra en discuter tout à l'heure également sur la partie questions-réponses, puisque vous posez des questions en direct via le chat qui vous est proposé. Les coûts éligibles couverts, ça peut être du temps de personnel, ça peut être bien entendu du temps de développement, ça peut être de l'achat, ça peut être de la sous-traitance. On touchera deux mots là également. En règle générale, on est sur des projets de 24 mois. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Dans tous les cas, si on n'est pas sur ce timing de 24 mois, il faut être capable de justifier pourquoi on n'est pas sur 24 mois. Le financement, donc je l'ai dit, c'est en règle générale un financement dit blindé, c'est-à-dire un mix entre cette subvention qui peut donc aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, qui n'est pas conditionné au fonds propres d'ailleurs,
c'est une des particularités dans le cadre de la Commission européenne, et associé à un investissement qui peut aller jusqu'à 15 millions d'euros, voire 17 millions d'euros sur des cas particuliers. L'IIC, c'est indiqué en rouge, ça c'est très important, quand on parle de 15 millions d'euros, l'IIC n'a pas vocation à investir seul. Donc pour le dire autrement, si jamais, admettons votre besoin c'est 30 millions d'euros ou 40 millions d'euros, vous pouvez raisonnablement demander à l'EIC Accelerator via son fonds d'investir jusqu'à 15 millions d'euros, mais elle ne pourra pas représenter l'intégralité du tour de table. Ça, c'est un point important. Et au-delà de cette notion de financement, lorsqu'on est lauréat, on a accès aussi à ce qu'on appelle les Business Acceleration Services. Il y a l'accompagnement levée de fonds, il y a l'accompagnement sur la propriété intellectuelle, il y a également la mise en relation avec des grands donneurs d'ordre qui peuvent être intéressés par les solutions qui sont développées par les startups. Donc tout ceci fait partie quelque part du package lorsqu'on est lauréat. Le IC Accelerator, cette notion de financement, c'est loin d'être anodin bien entendu, et la partie service. Je laisse la parole à Gorka qui assure la coordination pour vous présenter le reste de l'équipe. Bonjour à tous. Donc voilà, l'équipe du PCN EIC Accélérateur, on voulait vous faire un focus dès maintenant parce qu'il y a eu un petit changement dans l'équipe. Donc il y a les habituels, Jérôme ici présent qui s'occupe également de France Innovation et de la SRC, Carole Miranda que vous connaissez peut-être qui travaille au service Europe de la NRT, Christian Dubarry et Gilles Lecoq-Gagne qui sont chez BPI France. Et c'est là qu'intervient le changement. Il y a une troisième personne de BPI France qui nous a rejoint dans l'équipe du PCN. C'est Emilio Carrera Félix, que certains connaissent peut-être du fait de son activité sur le plugin de l'EIC Accelerator. Au final, on reste la même volumétrie d'équivalent temps plein, puisque Christian et Gilles basculent de 40 à 20% et Emilio rentre avec donc les 40% libérés. Donc, ça ne devrait pas forcément changer grand-chose, mais ça facilite pour l'écosystème la compréhension de l'organisation de l'équipe, puisque Emilio gérait pas mal de sujets EIC au sein de BPI France. Et on vous rappelle quelques liens pour rentrer en contact avec nous ou suivre l'actualité, en particulier sur notre compte LinkedIn. On poste assez régulièrement des informations sur le processus de candidature, les résultats, les levées de fonds des lauréats et des choses comme ça. Et précision, sur ce slide-là, vous voyez l'adresse email générique du PCN qui permet de basculer sur l'ensemble des personnes que vous voyez à l'écran. En général, c'est Gorka qui répondra. L'accompagnement PCN, ça passe par du diagnostic, c'est-à-dire que régulièrement, on essaie de vérifier l'éligibilité de la société et la pertinence du projet au regard des attentes de l'EIC Accelerator. Ça ne veut pas dire que, admettons, on arrive en conclusion en disant ça manque de maturité ou au contraire c'est trop mûr ou c'est peut-être pas le bon type de projet pour le EIC Accelerator. Ça ne remet pas du tout en cause la qualité de votre projet. On est là pour s'assurer que si vous candidatez, vous avez a priori le maximum de voyants au vert pour pouvoir candidater, puisqu'on est sur un dispositif qui est quand même très attrayant. Et donc, dispositif très attrayant veut dire un taux de succès qui peut être considéré comme relativement faible. Donc, l'idée, c'est que les candidatures françaises soient de très bonne qualité et qu'elles aient toutes les chances de réussir. L'accompagnement, au-delà de cette notion de diagnostic et d'échange avec vous, c'est de répondre aux questions et aux problématiques que vous pouvez avoir lors d'une candidature sur les différentes étapes. On va en toucher deux mots également. Il y a un volet aussi de préparation, ce qu'on appelle les ateliers de relecture qui ont été lancés dès Horizon Europe. On faisait ça déjà sous le programme précédent. Des ateliers de relecture sur ce qu'on appelle la short application, la première étape, mais également sur la full application. Et encore une fois, ce webinaire-là est concentré sur la full application. Et ces ateliers de relecture se font en règle générale en partenariat avec les Enterprise Europe Network locaux, qui peuvent être très souvent incarnés par les CCI ou les agences régionales d'illumination, voire également PPI. Donc la façon, si jamais vous candidatez, que ce soit short application ou full application, vous voulez avoir accès à ces ateliers de relecture en fonction des régions, la façon la plus simple d'y participer, c'est de prendre contact avec nous et nous on fera le lien avec les régions, déjà s'assurer qu'il y ait bien une couverture des régions sur ces ateliers de relecture. Et puis au-delà des ateliers de relecture qui concernent la short application et de la full application, si jamais vous êtes retenu à l'issue de la full application pour les interviews, on fait aussi des préparations au pitch blanc. Là aussi, ça c'est par contre uniquement drivé par le PCN, mais les EN et les acteurs de l'écosystème sont largement intéressés et peuvent largement participer à ces pitch blancs. Et en règle générale, on a à peu près 95% des candidats français attendus aux interviews qui passent par le PCN pour préparer ces pitch blancs, sachant que c'est une préparation parmi tant d'autres et ça ne peut pas se limiter uniquement aux pitch blancs qui sont proposés par le point de contact national. Et puis, il y a bien entendu un travail de suivi, de monitoring de la situation des lauréats. Lorsque vous êtes annoncé lauréat, il y a toute une phase de contractualisation avec différentes étapes, que ce soit la partie grande comme la partie equity. Et donc, on suit ça et s'il y a des points de blocage ou des
des points de discussion, et on est à votre disposition, bien entendu. On a remis ici des ressources pour candidater. Vous l'avez compris, on ne va pas traiter l'intégralité de l'EIC Accelerator, c'est un choix un peu, on va dire, éditorial aujourd'hui, mais il y a des liens qui permettent d'accéder aux différents webinaires qu'on a déjà organisés, que ce soit sur l'étape 1, sur l'étape 2, et puis bien entendu cette boîte à outils qu'on tâche de mettre régulièrement à jour avec des ressources clés sur la partie pitch, sur la partie vidéo, sur les us et coutumes d'une candidature à l'EIC Accelerator. Donc on vous invite bien entendu à consulter ces différentes ressources avant de prendre contact avec nous, puisqu'on peut imaginer qu'il y ait des réponses déjà à vos questions dans ces ressources-là. Les résultats de l'IIC Accelerator. Alors, globalement, jusqu'à présent, on va le voir sur la slide qui suivra, la France arrive en tête, on en est ravis. Ça se confirme en 2024 avec le cut-off de mars. Quelques éléments pour apprécier aussi la sélectivité qui est imposée par le IC Accelerator. Donc, le cut-off de mars 2024. Alors, les cut-off, c'est les dates de relève. Il y a 2 dates de relève en 2024. Il y avait mars 2024, date de relève des full applications, et il y aura octobre 2024. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas rentrés dans le processus d'évaluation ou de rédaction d'un dossier UIC Accelerator dans sa short application, dites-vous que vous serez très probablement sur une candidature en full application, donc une date de relève, une date de cut-off en 2025. Donc mars 2024, 101 candidatures en full, 45 ont été attendues aux oraux, et au final, on est avec 13 lauréats. Donc on le voit bien, les taux de succès. Succès en full, on est à 45%, succès à l'oral 29%, et succès full plus oral, on est à 13%. Donc on a des taux de succès qui sont largement supérieurs à la moyenne européenne. Bon, ça peut s'expliquer pour plein de raisons, c'est que les startups françaises, globalement, deep tech, sont bien accompagnées et bien préparées, ça c'est une évidence, que nous, d'autre part, on part du principe qu'il faut candidater au bon moment pour éviter tout déchet, puisque, on va le voir, il y a des nombres de soumissions qui sont limitées, et donc il vaut mieux y aller qu'on est réellement prêt. Donc au final, sur ce cut-off-là, la France arrive en tête ex aequo avec l'Allemagne, un taux de succès qui est supérieur à la moyenne. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'on a dépassé les 100 lauréats depuis le lancement d'Horizon Europe. Ticket moyen avec une astuce budgétaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'astuce budgétaire, mais dites-vous qu'on a plutôt tendance à demander des gros tickets. Donc subvention et equity, intervention capital, en général on demande plus que la moyenne européenne. Les lauréats français, vous retrouvez ici les logos de différents lauréats. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez qu'il y a des liens sur le hub qui est disponible sur horizoneurope.gouv.fr. Dans la rubrique IIC pour retrouver l'ensemble des lauréats. Si vous voulez voir le type de projet, le type d'entreprise, c'est toujours intéressant, ça permet de faire de la veille bien entendu, et de voir si a priori, vous aussi, vous êtes dans le canon de beauté, je peux dire, attendu dans le cadre de l'EIC Accelerator. Évoqué précédemment, on a dépassé le cap des 100 lauréats sur les 631 sur la période juin 2021, juillet 2024. Taux de succès, là aussi, ça se confirme sur une période beaucoup plus longue avec un taux de succès qui est largement supérieur à la moyenne européenne. Pareil pour le ticket. Et le Data Hub que j'évoquais, les 2 liens sont présents. Le lien vers la plateforme globale avec tous les résultats au niveau européen et le lien vers la version française. Vous avez le nom des lauréats, financement et le type de projet. Étape 2, donc la full application. Donc, un petit rappel, l'étape, avant de foncer tête baissée dans l'étape 2, pour avoir le droit de candidater à la full application, donc les 2 dates de relève par an, en tout cas ce qu'on a connu en 2024, il faut au préalable avoir passé la première étape qui est la short application. La short application, c'est une candidature qui se fait au fil de l'eau. Un changement en 2024, c'est que vous devez avoir, donc sur les 4 évaluateurs qui vont évaluer votre short application, il faut impérativement avoir 3 go sur 4. Et en l'occurrence, si vous avez 3 go sur 4, ça vous donne le droit de candidater à la full application. Donc si vous n'êtes pas encore dans la situation de pouvoir candidater à la full application, bien entendu, on vous invite à consulter le webinaire étape 1, c'est le lien précédent qui vous a été montré. Vous aurez accès à la présentation et également au replay de la présentation. Donc, l'étape 2, si vous êtes dans cette configuration-là, à vouloir déposer sur le 3 octobre, bien entendu, vous êtes encore dans le timing. Néanmoins, c'est un travail qui est loin d'être anodin, puisqu'on est sur un dossier de 50 pages maximum, avec un plan qui est un plan imposé par Bruxelles, mais qui offre beaucoup de souplesse finalement. On est plus proche de ce qu'on a connu dans le passé. Là, aujourd'hui, on est plus proche d'un business plan. Encore une fois, avec un plan qui est ce qu'il est, mais on est plus proche d'un business plan avec la possibilité de faire un peu de storytelling. Ça se fait sur le portail Funding and Tenders.
à ce dossier de 50 pages, il faut associer le pitch deck. Pitch deck très important puisqu'en fait, c'est ce support de présentation qui sera utilisé pour l'évaluation à la full application, mais également, c'est le même support qui devra être utilisé pour la partie interview si jamais vous êtes retenu à l'interview. Donc, il a un double objectif, c'est être séduisant pour quelqu'un qui le lit et être séduisant lorsque vous allez porter votre voix pendant 10 minutes sur la partie interview. Il y a le budget détaillé sur cette notion de lump sum, cette notion de forfaitaire, mais on vous invite à faire un budget détaillé, c'est une obligation de toute manière. Le plan de financement et également les besoins en termes d'equity. Il y a cette notion de déclaration du contrôle en termes de propriété de la société. Il y a le plan en termes de gestion de la donnée, les CV des personnes clés, la liberté d'exploitation. Là, on parle bien de propriété intellectuelle. La liberté d'exploitation, cette fameuse freedom to operate, en règle générale, est opérée pour le coup par des conseillers en propriété intellectuelle qui connaissent bien votre sujet et qui permettent de démontrer qu'a priori, vous êtes plutôt à l'aise sur le périmètre que vous revendiquez. Et puis des lettres d'intérêt. Alors l'aide d'intérêt, ça peut être des lettres d'intérêt d'investisseurs, ça peut être des lettres d'intérêt de fournisseurs, de clients, d'utilisateurs. C'est tout ce qui permet de donner du crédit aux projections financières quelque part et au business plan que vous avez envisagé. Le temps de travail, c'est quelques semaines à quelques mois en fonction du niveau de maturité sur lequel vous positionnez. Là, ce ne sont pas 4 évaluateurs, contrairement à la full application, à la short application qui se penche sur votre dossier, c'est 3 évaluateurs. Il faut impérativement 9 go sur 9. Et si jamais il n'y a pas 9 go sur 9, en fonction de certains critères, vous pourrez entrer dans une période, dans une phase de consensus avec une évaluation supplémentaire. En règle générale, on est sur une évaluation qui se fait sous 6 semaines, on est plutôt sur 9 semaines aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est le retour d'expérience qu'on peut avoir sur l'ensemble des candidatures, c'est que c'est un effet très structurant, quelle que soit l'issue de ce dossier-là. C'est un effet très structurant puisque c'est un dossier qui peut être exploité. En tout cas, le travail qui a été accompli est loin d'être perdu. Si jamais vous êtes retenu à l'issue de cette full proposal, c'est direction étape 3, interview, avec des dates qui ont changé, mais qui pourraient encore de nouveau changer, mais on serait sur du fin janvier, mi-janvier, fin janvier. Ça se passe à Bruxelles, impérativement. Avant, on était en distanciel, maintenant c'est à Bruxelles, c'est un déplacement physique qu'il faut prévoir. 3 personnes maximum qui pourront pitcher et répondre aux questions-réponses, 10 minutes de pitch et 35 minutes de questions-réponses. Et encore une fois, le pitch deck ne doit pas être modifié entre la full proposal et l'interview. Là aussi, il y a un temps de préparation. C'est 5 jurés face à vous. Il peut y avoir également des représentants du fonds IIC en plus, des programmes managers de l'IIC. Mais on est 5 jurés qui ont capacité à délibérer à l'issue de votre interview, en tout cas à l'issue de la journée d'interview. Et puis l'idée, c'est d'avoir un consensus et vous avez un retour d'évaluation sous 2 à 3 semaines. Dépôt et redépôt. Il y a eu une remise à zéro des compteurs en janvier 2024. Donc, c'est-à-dire que si vous avez eu des no-go, quelle que soit l'étape sur 2023 et avant, bah, vous repartez à zéro. Tout ça a été effacé. Il y a un nombre limite de candidatures. Là aussi, il y avait un nombre limite de candidatures avant, mais là, ça a encore une fois évolué. Il y a 3 échecs possibles, quelle que soit l'étape avant un cooldown. Et le cooldown, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous rentrez en période de cooldown après 3 échecs, quelle que soit l'étape, vous rentrez dans l'impossibilité de recandidater sous Horizon Europe, c'est-à-dire jusqu'à 2025. D'où ce que je disais précédemment, attention, idéalement, candidatons quand on est au bon moment pour candidater. Et les évaluateurs n'ont pas accès aux précédentes candidatures. Les réunions de consensus. Donc, il y a un déclenchement automatique. C'est-à-dire que s'il y a 2 évaluateurs, rappelez-vous, vous avez 3 évaluateurs qui évaluent votre full application. Si jamais 2 évaluateurs disent OK sur les 3 familles de critères et qu'un met de 0 à 2, 3 à 2 sur 3 critères, auquel cas, ça se déclenche automatiquement, cette réunion de consensus. Et c'est-à-dire qu'il peut y avoir un changement du score total qui peut être opéré. Les quelques données françaises qu'on a pu récupérer, alors ce n'est pas quelques données, elles sont exhaustives pour le coup, il y a eu 34 réunions de consensus. Sur les 34 réunions de consensus, il y a eu 18 refus, voilà, ça a confirmé en refus. Il y a eu 12 no-go à l'oral. Et au final, il y en a 4 lauréats qui sont lauréats donc à l'issue des interviews, qui sont issus de ces réunions de consensus après la full application. Et là maintenant, je laisse la parole à Gorka sur le retour d'expérience sur l'étape 2, la full application. L'idée de la section qui va suivre, c'est un peu de vous partager ce qu'on a pu retirer des ESR. Donc, quand vous candidatez à l'EIC accélérateur, à partir de l'étape 2,
l'EIC nous transmet les rapports d'évaluation. On n'a pas accès au dossier, mais voilà, on a accès à ces rapports-là d'évaluation. J'ai pris le temps de regarder ce qui avait pu être dit aux différents candidats français qui ont échoué malheureusement à l'étape 2 et un peu d'agglomérer tout ça. Donc pour certaines choses, ça peut être très générique dans un sens parce qu'on s'appuie sur ce que peuvent dire les évaluateurs et ils ne détaillent pas forcément les raisons qui les poussent à évoquer certains paramètres. Et on n'a pas accès au dossier non plus, donc on ne peut pas aller vérifier si c'est une mécompréhension de la part de l'évaluateur ou quoi, mais on a vu un certain nombre de paramètres ressortir, donc il va y avoir des commentaires généraux pour commencer, ensuite on va passer un peu sur certains critères des grilles d'évaluation. Pour commencer, l'idée c'est de vous parler de l'intelligence artificielle, on le voit dans énormément de dossiers. C'est un petit peu comme me disait un évaluateur, la chantilly qu'on met partout, tout le monde en met. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une dimension d'intelligence artificielle dans le dossier? Donc ça, c'est une interrogation à se poser. Si vous imaginez qu'en mettant intelligence artificielle, ça vous rapporte des points, en fait, et qu'il n'y en a pas vraiment, au contraire, ça va vous desservir. Et ensuite, si justement, on a vu des dossiers avec le titre intelligence artificielle, quand on regarde dans le dossier, il n'y a aucune trace de l'intelligence artificielle. D'autres, dans la première partie du dossier, la part B, où c'est assez descriptif, déclaratif, il y avait de l'intelligence artificielle. Quand on arrive dans le plan d'implémentation, il n'y a plus aucune évocation de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ça peut amener à s'interroger sur est-ce que c'est vraiment déployé. Si c'est vraiment déployé, auquel cas, tu peux retourner, Jérôme, sur le… si c'est vraiment évoqué, auquel cas, il va falloir vraiment expliquer ce que vous faites sur l'IA. Donc, il y a dans la partie A, donc le côté administratif du dossier, des informations sur la sécurité et l'éthique. Il y a une question sur l'IA, il faudra compléter, il faudra expliquer et il y a un certain nombre de ressources que je vous ai listées sur cette slide sur lesquelles vous pouvez prendre appui pour répondre correctement. Il y a beaucoup d'évaluateurs qui ont reproché justement ce manque d'informations aux candidats c'est aussi la possibilité de… vous en parlez en partie A et en partie B du dossier, mais voilà, il y a un peu des impératifs sur la fiabilité, etc. de l'IA, les bonnes pratiques de développement d'IA qui sont attendues de la part des évaluateurs. Slide suivante. Donc ça, on avait déjà eu l'occasion d'en parler lors du webinaire précédemment que nous avions fait sur la full proposal. C'est la cohérence des informations. Jérôme vous l'a présenté, le dossier a constitué, il est composé d'énormément d'éléments différents. Et on se rend compte qu'il y a régulièrement des incohérences entre ces différents éléments que les évaluateurs relèvent et nécessairement, en fait, ça peut vous desservir parce que ça entraîne tout un lot de questions. Donc, un point qui est très bête, c'est justement le dossier se constitue de 2 grands blocs, part A, part B. Cette part A, on a eu des cas de candidats, même de lauréats qui avaient indiqué une mauvaise demande de financement dans la part A. Donc, voilà, vérifier cette demande de financement, est-ce qu'elle est cohérente? Ensuite, au niveau de la part B et les annexes financières, vous allez évoquer énormément de données financières. Ainsi que les dates. En 2023, 2024, on a prévu de faire ça, etc. Bah oui, mais votre dossier, si vous avez recandidaté, parfois, le projet a pris du retard ou quoi, il faut remettre à jour les dates. Donc, il y a un certain nombre de points à vérifier de cohérence sur ces 2 éléments. Et après, il y a des problèmes de cohérence sur on va dire, sur le dossier et les informations qui sont en ligne. Donc, on a vu ça sur la partie particulièrement de l'équipe. On vous demande de décrire les profils qu'il y a dans la société. On vous demande de mettre les CV. Les évaluateurs ont tendance à aller voir aussi sur LinkedIn. Et si les 3 éléments ne sont pas cohérents entre eux, ça peut interroger. Et on a également donc ce que vous avez sur votre site internet ou pour d'autres projets, les bases de données brevets ou les registres d'essais cliniques. C'est des choses que les évaluateurs peuvent être amenés à consulter pour croiser les informations. Et parfois, ils se rendent compte que vous présentez quelque chose qui n'a rien à voir sur votre site internet. Ça interroge. Donc peut-être profitez-en lors de ce processus de candidature. OK, votre site internet est daté, vous avez fait un pivot ou quoi, c'est l'occasion de mettre à jour votre site internet pour assurer une cohérence des informations pour les évaluateurs. Slide suivante. Donc là, on arrive sur les paramètres qui sont regardés par les évaluateurs selon la grille d'évaluation. Le premier point, ça va être excellence de la société.
il y a une question de l'écosystème. Comment vous vous inscrivez dans une chaîne de valeur au global, dans une chaîne de production de l'information avec des laboratoires de recherche, etc. On voit beaucoup de dossiers qui se sont fait reprocher le fait de ne pas avoir déjà sécurisé certains partenaires. Vous envisagez une commercialisation d'un pilote ou quoi sous échéance très brève, le fait de ne pas avoir les partenaires indispensables à la commercialisation, ça peut amener à interroger. Le second critère, le second problème qui pouvait être soulevé, c'était justement ce manque d'informations sur les partenaires. Vous listez, on travaille avec le CNRS, mettons sous-traitant et tel grand industriel qui fait quoi, pourquoi ces partenariats, etc. Donc ça, c'est en fait, il faut rajouter de la matière, expliquer, ok, on bosse avec eux parce qu'on va co-développer ces éléments-là ou autres. Et ensuite, il y a l'approche aussi qui peut être reprochée, c'est d'avoir un projet très français. Vous n'êtes pas sur un appel à projet national, vous êtes sur un appel à projet européen et vous retrouvez avec vraiment que des acteurs franco-français. Ça peut interroger sur vraiment le potentiel de croissance rapide et à échelle européenne à minima du projet. C'est pas nécessairement un warning, mais ça peut être interrogé. On peut se dire en fait, est-ce qu'ils ont vraiment l'ambition qu'ils affichent sur le déploiement à l'international. Et ensuite, pour chacun de ces partenaires, c'est quasi automatique. Un partenaire égale une LOI. Donc ça, c'est presque une to-do list qu'il faut faire. Enfin, pas une to-do list, mais une liste qu'il faut faire. Ok, j'ai évoqué tous ces gens-là dans mon dossier. Je travaille avec. Ok, je prévois la LOI qui va bien dans le dossier de candidature. Et ensuite, éviter les copier-coller de LOI. Je l'avais déjà vu dans des dossiers, et là, j'ai vu le reproche de certains évaluateurs. Ça amène à s'interroger sur la motivation réelle du partenaire. Est-ce que c'est pas plutôt vous, en fait, qui lui mâchez le travail au possible, qui faites la LOI, et en fait, vous lui amenez, et bon, tu peux tamponner en bas de page, merci, au revoir. Donc, ça interroge. Donc, évitez ces LOI absolument identiques amenés par tous vos partenaires dans le dossier. Donc, la faisabilité technologique, là encore, c'est un critère qu'on a régulièrement évoqué, c'est le TRL. Donc, il faut justifier d'un TRL 5 à 6 pour candidater à l'EIC accélérateur. Et vous ne pouvez pas être sur une logique de on fait une moyenne des blocs. On a une technologie, des blocs technologiques qui sont à TRL 8-9, on en a d'autres qui sont à TRL 3-4. On additionne le tout et puis on fait une moyenne, ok, ça fait 5. Non, il faut vraiment que toutes les briques qui vont constituer l'essentiel de la technologie que vous comptez porter aient été démontrées à l'échelle individuelle et ensemble également. Sinon, on va dire les sous-systèmes sont certes TRL 5, mais le sursystème ne l'étant pas, on peut se demander est-ce que ça va vraiment fonctionner, et si ça fonctionne pas, justement, vous prenez du temps de retard, donc vous n'êtes pas vraiment en TRL 5. Pour la justification des différentes TRL passées, dans les anciens dossiers, c'était assez clairement détaillé. Désormais, c'est plus le cas dans les dossiers, mais vous pouvez prendre l'échelle TRL. Donc, il y en a une qui est proposée dans le work programme. Après, par exemple, le domaine médical, il y a d'autres choses avec les essais cliniques qui peuvent être plus utiles à employer. Vous cherchez l'échelle qui vous correspond bien en quelque sorte sur Internet. Vous pouvez dire TRL1 validé, et vous mettez un petit paragraphe expliquant pourquoi c'est passé, ou une petite phrase. TRL2, etc. Comme ça, vous cochez chacune des cases qui vous permettent de justifier, ok, on est arrivé désormais au TRL5, donc on est pertinent pour candidater. Ensuite, sur la question du développement. Donc, c'est particulièrement vrai pour l'IA, on l'évoquait, mais ça peut concerner aussi d'autres domaines, type, là encore, les essais cliniques que j'évoquais précédemment. Il y a des bonnes pratiques pour développer ces choses-là. Évoquez-les, c'est dans les critères d'évaluation. L'EIC veut s'assurer que ça a été développé de manière sûre, sécurisée et responsable. Donc, l'IA déjà évoqué. Et ensuite, les risques dans le dossier ont été scindés 2 blocs de risques. Vous avez le risque qui vont être génériques et de commercialisation, et il y a les risques d'implémentation sur vraiment le développement qui est couvert par la subvention de l'EIC. N'oubliez pas l'un des 2 blocs.
et articulez-les, ne faites pas de la redite sur chacun, ou faites enfin, n'hésitez pas à faire des renvois parce que la partie sur les risques qui est, on va dire, générale, la section 7, les évaluateurs peuvent eux-mêmes être des nouveaux évaluateurs et ne pas avoir conscience que les risques qui concernent le développement, enfin le plan d'implémentation sont dans une autre zone du dossier. Donc, n'hésitez pas à dire, bon, allez voir page temps pour retrouver les risques propres à ça. Voilà, on y reviendra sur la section risque parce qu'il y a un bloc, un critère dans le SR à ce sujet. Sur la propriété intellectuelle. Donc, premier point, c'est un petit peu ce qui est attendu, c'est faites un bilan à l'instant T où vous en êtes. Vous avez des brevets, vous avez des marques déposées, vous avez peut-être du secret des affaires. Il y a un certain nombre de mesures que vous avez mises en œuvre pour protéger votre pays à l'instant T. Ça, c'est la photo au moment de la candidature. Vous allez vous développer. Qu'est-ce que vous comptez faire? Par exemple, quand vous allez faire des partenariats avec certains acteurs, peut-être que ça implique des changements dans la manière de gérer votre propriété intellectuelle, parce que vous allez devoir partager l'API avec cet acteur-là, ou parce que vous allez devoir lui céder des droits ou quoi. Donc, voilà, il faut donner la photo à l'instant T et il faut donner les trajectoires que vous comptez avoir dans le futur sur ça. Les brevets. Donc, il y a le texte de l'EIC n'est pas c'est pas qu'il n'est pas forcément clair, mais il y a juste une phrase. Vous pouvez faire un tableau, vous listez tous vos brevets, vous mettez les codes qui les permettent de les retrouver facilement, leur statut, est-ce qu'ils ont été délivrés, est-ce qu'ils sont en attente de validation. Donc voilà, préciser de manière à ce que les évaluateurs aient le travail le plus simple possible à réaliser sur la vision de votre situation brevet. Pareil, dire on va déposer de futurs brevets si vous en avez déjà. Ça reste, oui, c'est bien, vous allez déposer des brevets. Qu'est-ce que vous allez déposer? Vous comptez breveter la méthode de production, par exemple. Ça, c'est le point suivant, justement, la bonne couverture de l'ensemble de l'innovation. Est-ce que ça va concerner que l'innovation? Est-ce que ça va concerner les méthodes de production? Est-ce que ça va concerner, j'en sais rien, un algorithme, un outil que vous avez développé pour votre innovation? Soyez exhaustif sur qu'est-ce que ça va recouvrir et vous contentez pas on va déposer des brevets futurs. Sur le FTO, on a eu quelques remarques d'évaluateurs qui pointent on revient en fait un peu sur la problématique de la cohérence, c'est que vous évoquez dans le FTO des brevets potentiellement problématiques d'autres acteurs. Ces acteurs-là ne sont pas évoqués dans le dossier. Ou il y a des acteurs évoqués dans le dossier, mais a priori, il n'y a pas eu d'études de leurs brevets qui ont été faits dans le FTO. Ça, il faut veiller à ce qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Et ensuite, sur vos applications futures ou autres. Vous dites dans le dossier, oui, on envisage de se développer sur tel domaine, mais le FTO ne couvre pas le domaine. Ça peut s'expliquer parce que ça reste très prospectif peut-être, mais si c'est des choses que vous dites à l'EIC, oui, ça va être un des axes majeurs de développement, mais qu'en fait, c'est pas dans le FTO, oui, à l'instant T, vous le faites pas, c'est pas encore une des applications que vous avez développées, mais vu que l'EIC vous lui demander du financement pour cette application en l'occurrence, c'est attendu de le retrouver dans le FTO. Et ensuite, les brevets sur les logiciels, je suis pas trop connaisseur là-dessus, mais vous avez la brevetabilité est toujours problématique sur ce domaine-là. Il semblerait que dans certaines zones géographiques, donc peut-être c'est le marché américain ou le marché asiatique, il serait possible de breveter les logiciels. Il semble que quand on est un porteur de projet, qu'on veut adresser ces marchés-là, si on n'a pas traité la question de la brevetabilité de son dossier par rapport à ces zones géographiques où ce serait possible, ça peut interroger. Slide suivante. Donc, compétitivité et demande. Là encore, il y a une partie de redite sur le paysage concurrentiel. On voit régulièrement des reproches qui sont faits parce que vous vous contentez d'un paysage concurrentiel qui est très limité. Il vaut mieux faire une analyse du paysage vraiment très large et ensuite on va dire on élague, ok, ça c'est de la compétition indirecte, on considère que c'est pas des acteurs qui nous sont vraiment pertinents, on met de côté, mais au moins les avoir évoqués avant de les mettre de côté et pas que les évaluateurs s'interrogent, ok, pourquoi ces acteurs-là qui sont proches de votre solution ne sont pas listés. Là encore, un peu la même idée que sur l'API, vous donnez une photo à l'instant T. Il peut y avoir de la concurrence qui émerge dans le futur. Donc, pensez à bien évoquer des choses qui sont peut-être à des stades très amont, mais qui pourraient en fait venir vous embêter.
et le tableau classique de comparaison à la concurrence. Là encore, on a vu des dossiers où il y a des personnes qui se contentent de, pour des médicaments, OK, il y a telle molécule en développement, elle est en tel niveau d'essai clinique ou quoi. Oui, mais en fait, comparé à votre solution, où en sont les performances? Et là, sur les performances, évoquer des métriques dans la mesure du possible. Tel outil qu'on a développé, l'économie d'énergie se situe entre 10 et 20%. Pas dire on est économe en énergie, il faut dans la mesure du possible cette métrique qui va bien. Et si aussi possible, des tierces parties qui vous disent, qui donnent des pièces dans le dossier qui vont permettre d'asseoir les valeurs que vous annoncez. C'est pas vous qui dites on est les meilleurs, c'est quelqu'un d'autre qui dit cette société, la solution portée par cette société permet de faire ça. Slide suivante. Donc développement des marchés, donc les TAM, SAM, SUM et la croissance des marchés. Bon, c'est indiqué, donner des valeurs, vraiment des métriques. Il semblerait que dans certains dossiers, c'était oublié. Il y a aussi encore la question de la cohérence des TAM, SAM, SUM que vous indiquez et de celle de votre innovation. Il semble qu'il y a eu des cas, on va dire, on traite telle maladie, mais si on va sur le TAM, SAM, SUM, en fait, c'est sur pas la sous-maladie que vous avez visée, mais une famille de maladies. On ne sait pas si vous arrivez à remonter au final à adresser la famille de maladies ou pas. Donc, ça peut interroger. Donc, vraiment une bonne adéquation entre la solution que vous portez et ce qu'elle va adresser plutôt que faire gonfler artificiellement le TAM, SAM, SUM en adressant un marché plus grand. Donnez les sources de vos données. Est-ce que vous appuyez sur une étude clinique, enfin une étude de marché que vous avez fait en interne, des choses disponibles au grand public ou autre. Et souvent, les SAM et SUM, vous disposez pas nécessairement des valeurs, donc vous allez les calculer vous-même. Derrière vos calculs, il y a des hypothèses et il y a une approche que vous avez choisie. On ne peut pas se contenter de dire notre TAM est de temps et on en déduit un SAM et un SUM de ces valeurs-là. Vous allez dire, bon, voilà, on a des valeurs, par exemple, sur le marché allemand qui vont nous permettre d'extrapoler sur le marché européen au sens large. Donc, on en déduit tel SAM. Et voilà, expliquer tout ça. Et bon, les performances, ça c'est la comparaison avec je crois que c'est un doublon de slide sur la partie performance. Slide suivante. Les impacts, là encore, c'est métrique. Vous pouvez pas vous contenter de dire on réduit les émissions de CO2, on améliore la vie des gens, on réduit le coût pour la sécurité sociale. Il est attendu que vous donniez des estimations à minima et sinon des valeurs sûres, en particulier pour les émissions de CO2, c'est quasi un prérequis une obligation d'apporter une analyse de cycle de vie faite par une tierce partie qui vous permettra de dire bah oui, en fait, on est vraiment plus bas. Il y a eu une problématique sur un lauréat français, il y a eu un débat sur on va dire l'impact réel en émissions de CO2. L'EIC, a priori, va refuser d'investir. Donc ça, voilà, c'est des choses qui peuvent être assez délicates, donc il faut être vigilant et bien donner les preuves qui permettent de confirmer vos déclarations. Slide suivante. La stratégie de commercialisation, ça revient un petit peu sur ce que j'évoquais au tout départ sur l'excellence de la société. Vous listez des partenaires. Ces partenaires, il faut les détailler. OK, on a notre chaîne de valeur. Pour accéder au marché, on va avoir une société qui fait de la distribution, une société qui fait de la production, une société qui va gérer l'acheminement dans certains cas, préciser chaque bloc. Donc, si vous n'avez pas les partenaires, peut-être que vous avez une shortlist de sociétés que vous avez identifiées sur lesquelles vous envisagez de vous appuyer. Listez-les. Et celles où en fait, il y a juste, pas justement une shortlist, vous avez un nom bien précis. Essayez d'avoir une LOI pour asseoir vos propos. La réglementation, il y a régulièrement des dossiers qui qui mettent complètement de côté cet aspect-là. Pour atteindre un marché, à moins d'être sur des innovations vraiment spécifiques, il y a nécessairement des normes, des lois, des règles à respecter. Donc ça, si vous ne les évoquez pas,
ça peut interroger. Donc là encore, lister, on adresse le marché du dispositif médical. Donc, on vise une classification sur tel grade. On a identifié tel partenaire pour faire pour obtenir le sésame, on va dire. Voilà, c'est des choses à faire et ne pas oublier. Slide suivante. L'équipe. Donc, premier point sur l'engagement. Donc, commitment dans les dossiers. L'EIC ne définit pas clairement ce qu'est le commitment. Donc, en fait, ça peut poser des problématiques pour un certain nombre de candidats parce que le format classique de candidature de l'EIC, on l'a dit, c'est une start-up avec son projet central qui candidate. Donc là, on va dire c'est relativement facile. Les gens sont impliqués sur un certain nombre de pourcents sur un projet qui est, on va dire, majeur pour la société, donc on va dire 100%. Donc, toute implication inférieure à 100%, la personne, en fait, c'est qu'elle a des responsabilités dans d'autres sociétés, d'autres organisations. On a parfois des cas de CSO à cheval entre un laboratoire de recherche et la société. Mais si vous êtes une société multi-projet, le 50%, on ne sait pas en fait si vous parlez de la société, si vous parlez du projet. Vous êtes peut-être mis dans le tableau, on a mis commitment, c'est dans le projet. Oui, mais pour un évaluateur, s'il n'est pas précisé, le commitment, il peut penser que tout le monde dans la société est à 50%, donc est à cheval avec d'autres sociétés, d'autres organisations. Donc, voilà, clarifier ce périmètre pour dire, nous, notre pourcentage d'implication, il est dans la société à 100% et par exemple dans le projet à 80%, de manière à lever des critiques qui pourraient vous être adressées. Sur l'équipe, vous avez une équipe, là encore, c'est la logique de photo à l'instant T et futur. Ok, vous avez telle compétence dans l'équipe, vous voulez faire telle chose pour votre projet, vous avez des compétences manquantes. Vous listez vos compétences manquantes. Une fois la liste des compétences manquantes établie, ok, vous allez chercher tel profil, donc vous précisez la stratégie de recrutement et vous pouvez faire un tableau avec, voilà, on a tel profil dans la société attendu, technicien, ingénieur, CSO, personne pour le marketing, la commercialisation, et voilà, année par année, vous indiquez le nombre de personnes qu'il y aura sur chacun de ces postes. Pour les projets où il y a une forte croissance en nombre d'employés, il faut expliquer qu'est-ce qui se passe, comment vous gérez cette croissance importante, parce que ça pose des défis en termes de recrutement, de montée en compétences, un peu de philosophie d'entreprise. Donc ça, c'est des choses à préciser. L'égalité des genres. Vous contentez pas OK, on a des femmes dans l'équipe, regardez le ratio. Il y a la question du ratio dans les employés, mais il y a aussi dans le management, parce qu'une société qui a 50-50 hommes-femmes, mais en fait dans le management est à 100% masculin, ok, pourquoi? Donc là, vous pouvez dire l'évolution de carrière. On a prévu que telle personne, si elle continue dans la société, elle deviendra la future CSO, CTO, responsable de clinique, responsable de développement technique. J'en sais rien, ça permet de montrer qu'il y aura des évolutions et un ratio qui s'installera aussi au niveau de la direction. Vous pouvez évoquer les recrutements, vous ne pouvez pas vous contenter de dire nous, on compte recruter des femmes. Ok, qu'est-ce que vous comptez faire pour cibler des profils féminins? Il y a des initiatives. Il y a une initiative de la mission French Tech sur l'égalité homme-femme, etc. C'est le type d'initiative auquel vous pouvez vous raccrocher si vous êtes lié à ça. Et si vous c'est pas le cas, allez vous renseigner. Peut-être que vous pourrez devenir signataire et commencer à travailler sur le sujet pour vous renforcer. La stratégie de rétention dans le dossier de candidature, elle est centrée sur l'aspect de faire que les profils clés soient actionnaires de la société. C'est un point et ça va concerner qu'une partie du personnel. Vous avez un ensemble d'autres salariés qui ne vont pas être éligibles à ce plan d'actionnaire. Peut-être qu'il y a des moyens autres de les mobiliser par des moyens non financiers, les conditions de travail, promotion, formation, etc. Évoquer tout ça. C'est pas demandé dans le dossier de candidature, mais c'est c'est du bonus de pouvoir en parler. Slide suivante. Plan d'implémentation, donc ça c'est un warning qu'on a vu de ce que j'ai pu voir, à peu près 5% des dossiers. En fait, désormais, l'EIC a mis en place le financement par lump sum. On l'a évoqué au tout départ. Vous pourrez retrouver en annexe du détail sur ce type de financement. Ça change la manière de l'EIC pour financer les projets. Et donc, ils ont mis en place un dashboard où
indiquer en fait une fourchette salariale dans les. Vous pouvez sélectionner PME en France et vous avez une fourchette de salaire qui apparaît. Les évaluateurs s'appuient sur ça pour regarder si les salaires que vous comptez donner sont cohérents avec ces bases de données-là. Si vous tombez dans la gamme, très bien. Par contre, si vous êtes hors gamme, il faudra justifier, et on a vu un certain nombre de dossiers se prendre des commentaires, donc ça va peut-être pas justifier des no-go, mais en tout cas, ça a posé question. Donc, appuyez-vous sur ce dashboard, il y a le lien, vous allez voir les valeurs et vous dites, OK, si on est dedans, c'est bon, si on n'est pas dedans, on justifie. Et ensuite, évitez le côté aisance pour faciliter votre montage de dossier, vous avez payé tout le monde au même salaire, comme ça, vous êtes tranquille. Il y a quand même des différences entre les profils juniors et seniors. Ça permet de montrer que voilà, il y a de la progression salariale pour les profils dans la société. Sous-traitance. Donc, si le cœur technologique de votre société est sous-traité, ça amène à beaucoup de questions. Donc, on va dire éviter, dans le sens, c'est même pas éviter d'en parler, c'est peut-être que vous n'êtes pas pertinent pour candidater à l'EIC Accélérateur si vous avez un recours très très important à la sous-traitance pour le cœur technologique de votre projet. Et si vous êtes déjà dans les tuyaux en étant dans ce cas de figure-là, il va falloir expliquer à l'EIC pourquoi vous êtes dans ce cas de figure. Et ensuite, il y a le concept de best value for money qui ne semble pas forcément être connu par tout le monde. Vous pouvez aller chercher sur Internet best value for money, Commission européenne. Voilà, la sous-traitance, ça se justifie via on va dire ce critère. Slide suivante. Donc, niveau de risque de l'investissement. Une manière de justifier l'aide de l'EIC, ça peut être d'évoquer la concurrence. Pas la concurrence à l'échelle européenne, mais la concurrence à l'échelle mondiale. L'EIC est là pour faire face aux difficultés des acteurs européens à lever des fonds à l'échelle européenne, mais potentiellement vous levez des fonds. Donc, un évaluateur pourrait vous dire, OK, c'est bon, la société, elle n'a pas trop ce problème-là. Mais si vous vous replacez en fait sur un contexte mondial, d'un coup, vous êtes un nain qui a du mal à lever des fonds. Même si vous êtes, on va dire, mieux doté que d'autres sociétés européennes en deep tech. Donc, évoquer le fait que vos concurrents peuvent être nettement, on va dire, mieux disposés que vous à recevoir des financements des capitaux privés. Ça peut permettre justement d'accroître la nécessité de besoin de soutien de l'EIC. Slide suivante. Donc, les risques. Vous êtes sur l'EIC Accélérateur, c'est sur de l'innovation deep tech avec beaucoup de risques attendus. Donc, ne soyez pas, on va dire, timide là-dessus à essayer de faire une liste extrêmement réduite et en mettant que tous les risques sont faibles. Là, on va vous dire, en gros, votre dossier, ça interroge sur votre pertinence à candidater à l'EIC Accélérateur. Normalement, les investisseurs privés ne devraient avoir aucune difficulté à investir dans un tel projet. Donc, voilà, il faut être transparent, exhaustif, transparent, dans le sens où vous êtes sur un programme qui est fait pour financer le risque. La caractérisation des risques, là, il y a certaines personnes qui ont oublié de préciser donc ces paramètres de gravité et de probabilité qui permettent un petit peu de cartographier le risque et de les caractériser. Stratégie de mitigation, ne vous contentez pas de dire on a identifié un problème, on le résout. Il y avait un évaluateur, il s'amusait à faire un copier-coller d'une stratégie de mitigation d'un candidat, tellement elle était générique. On a de l'API, on va déposer des brevets. Vous ne pouvez pas vous contenter de choses comme ça. Donc, nous-mêmes, là, on est générique, on ne peut pas être spécifique parce qu'il y a une grande quantité de risques différents et chaque société a son propre, mais pensez-y. Et ensuite, la prévention des risques. Ce n'est pas demandé dans le dossier, mais il y a des risques qui peuvent s'anticiper. Vous pouvez mettre en place des mesures de manière à limiter l'occurrence de certains risques. N'hésitez pas à l'évoquer. Donc ça, c'est entre guillemets du bonus qui n'est pas indiqué dans le dossier qui peut être ajouté. Et un cas particulier, donc ça, on sort de la partie sur les ESR ou quoi. On a discuté avec de nombreuses sociétés qui ont candidaté ou qui candidatent la l'EIC Accélérateur, qui sont cotées en bourse et qui se disent, OK, on se fait rejeter. Il y a des lauréats cotés en bourse dans l'EIC Accélérateur. Donc, on vous donne la liste, on vous donne le type de financement dont ils ont disposé.
Donc, l'EIC est capable de sélectionner des sociétés cotées en bourse. Ce n'est pas une impossibilité. Sur la liste de 7, il y en a à minima 2 qui ont reçu leur investissement de la part de l'EIC. Donc aussi, c'est possible d'avoir de l'investissement de l'EIC qui interviennent. Mais on voit des difficultés au niveau des dossiers. Le premier point qui ressort de la part des évaluateurs, c'est pourquoi, alors que vous êtes coté en bourse et que vous avez accès au marché privé, au marché financier, vous allez voir l'EIC. Donc ça, c'est un premier point, vraiment justifier le pourquoi de votre recours à l'EIC. Et ensuite, là où ça va changer une intervention de l'EIC dans une société cotée en bourse, c'est pas une levée de fonds standard. Donc, expliquez comment vous comptez faire intervenir l'EIC. Ensuite, comment l'EIC va sortir? Parce que le cas classique, l'EIC va sortir potentiellement quand la société fait son IPO. Là, vous êtes déjà coté en bourse. Donc, à quel moment l'EIC pourrait faire son exit? Donc, expliquer tout ça, c'est des choses qui sont déjà demandées pour on va dire les candidatures normales, mais ça devient d'autant plus important pour des sociétés qui sont cotées en bourse. Slide suivante. Donc voilà, on arrive à la fin, on est disponible avec Jérôme donc pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y a enfin, sur le chat, tu dois en avoir, Jérôme. Il y a des premières questions, effectivement. Avant de répondre aux questions, oui, ça a été posé comme question. Dans la journée, vous recevrez un email, probablement de ma part, avec un lien vers le replay et également un lien qui vous permet de télécharger le support de présentation. Effectivement, les liens de fait seront cliquables sur le support de présentation, ce qui n'est pas le cas sur le replay. Pouvez-vous représenter la logique entre short application et full application? Comment poser une short application? Dépôt du 1er octobre, uniquement full application et ou première short application. Alors, a priori, c'est nécessaire de clarifier. Vous devez impérativement passer par la short application, hormis des cas un peu singuliers qui peuvent avoir accès à ce qu'on appelle le plugin qui permet de candidater directement à la full application. Mais si vous candidatez à la short application, dites-vous que la short application, vous allez répondre à un dossier qui fait quelques pages, il y a déjà un pitch deck à fournir, il y a déjà la vidéo qui est à fournir, et sur cette base-là que ça sera évalué. Vous pouvez candidater à n'importe quel moment de l'année, c'est en continu. Retour d'évaluation, on est à 7-8 semaines, si je ne me trompe pas, Gorka. Ça a été plus court, maintenant on peut faire Ouais, c'est plus court normalement, là. 4 à 6. 4 à 6, bon, tant mieux. 4 à 6 semaines, mais il faut impérativement, bien entendu, avoir un minima 3 go sur 4 pour avoir le droit de candidater à une des 2 cut-off de full application. En 2024, il y avait 2 cut-off, donc 2 dates de relève. En revanche, en 2025, on ne sait pas trop, on peut partir du principe qu'il y aura là aussi 2 dates de relève. Donc, il faut impérativement avoir un retour d'évaluation positif de votre évaluation de la short application pour pouvoir candidater à la full application. En fait, il faut avoir passé la short pour avoir le droit de candidater à la full. Et le lien pour candidater, vous l'avez dans le pitch deck, ou sinon vous allez sur Google, vous tapez EIC Accélérateur Funding and Tenders, enfin le site de la commission Funding and Tenders, vous trouverez le lien là-dessus pour candidater. Ensuite, quelle est la valeur d'une labellisation d'un pôle de compétitivité? Je vais répondre, Gorka. On va dire ça va pas être perçu négativement, mais les pôles, ils sont pas des acteurs extrêmement reconnus à l'échelle européenne. Donc, à moins que vous ayez un évaluateur français, c'est pas comme si vous candidatiez auprès d'un appel à projet BPI France, France 2030 ou quoi. Là, ça peut pas faire de mal, mais ça aura pas. Ça montre que vous avez des liens avec l'écosystème, mais c'est pas un point non plus d'une force absolue. Pour rebondir sur ce que disait Gorka, le fait d'être dans l'écosystème, d'être membre d'un pôle de compétitivité, de fédération professionnelle, etc., ça a le poids qu'on veut bien lui donner. Par contre, une labellisation, comme c'est en aucun cas une exigence, labelliser sur quelle base, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ça ne peut pas faire de mal, mais ça ne va pas faire passer votre dossier en haut de la pile, ça c'est évident. Le IC Accelerator peut-il être complémentaire avec une demande d'aide subvention dans le cadre de France 2030? Alors, tout dépend ce qu'on appelle par complémentaire. Déjà, le premier élément de réponse, vous ne pouvez pas recevoir 2 aides publiques sur la même assiette de dépenses. Ça, c'est un premier point. C'est qu'en fait, si l'idée, c'est que, admettons, la tâche qui correspond au 1er janvier 2025, elle ne pourra pas faire l'objet d'un double financement EIC Accelerator et France 2030. En revanche, si on a raisonnement projet, oui, il y a des passerelles. Nombre de lauréats EIC Accelerator ont été lauréats dans le passé eLab et ou Innov. Mais donc on peut apprécier ça comme un continuum. Par contre, si avoir 2 sources de financement pour la même assiette de dépenses, ça ne marche pas. Donc il faut bien distinguer plutôt cette notion d'assiette de dépenses plutôt que le projet, puisqu'un projet,
Il a une date de début, une date de fin auprès des aides publiques. Par contre, en termes d'entrepreneuriat et d'entreprise, ben, vous commencez à lancer un produit, ok, mais il y a différentes phases et ces différentes phases peuvent être financées par différents guichets. Par contre, vous ne pouvez pas avoir deux guichets pour financer la même phase. Je ne sais pas si je suis clair dans la réponse, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si on n'a pas encore passé la phase short application, quelle serait la date de candidature pour la full application? À la condition bien évidemment d'avoir eu 3 go sur 4. Et bien là, il faut attendre le programme de travail 2025 qui devrait être publié fin 2024. Et on peut supposer qu'il y aura 2 dates de relève, une sur le on va pas s'avancer sur les dates, mais une qui sera en début d'année et une qui sera plutôt en fin d'année. Voilà. Ouais, la tendance est un peu comme maintenant, mi-mars et début octobre. Exactement. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri d'un changement de dernière minute tant que le programme de travail n'a pas été publié. Même nous, les informations qu'on peut avoir, elles peuvent être largement discutables. Et comme on vous a évoqué le délai d'évaluation, Gorka a rappelé 4 à 6 semaines de délai d'évaluation. Une fois que j'ai candidaté à la short application, que j'ai déposé ma short application, j'ai 4 à 6 semaines de retour d'évaluation. Donc ça, c'est un élément, il faut faire un peu un rétro-planning, puisqu'il y a le temps d'évaluation, puis le temps de préparation, aussi bien de la short application que de la full application. Oui, il y aurait même un changement enfin, pour 2025, il y aurait un système de relève sur l'étape 1. Donc en gros, le premier mercredi du mois, le IC prend la boîte aux lettres. Ok, on a des shorts, on les prend et on les évalue. Donc c'est pas le rétro-planning sera à faire différemment. Ce sera pas de se dire ok, le cut-off est à la mi-mars, je prends 6 semaines, et donc il faut que mon dépôt ait lieu avant les 6 semaines. Il faudra nécessairement que mon dépôt ait lieu avant une date précise. Et par exemple, a priori de ce qu'il disait, ce sera le premier mercredi de janvier. Ce sera la dernière relève possible pour espérer candidater en mars. C'est pas encore confirmé toutes ces informations-là, mais ça risque de changer un petit peu la stratégie de dépôt en étape 1. Ce qui veut dire, et si on le traduit différemment en termes de nombre de jours, bah, si vous avez loupé le premier mercredi, admettons soit bien le premier mercredi du mois qui soit confirmé, mais le premier mercredi du mois, en 2025 on entend, pas en 2024, 2024 c'est encore au fil de l'eau. Mais à partir de 2025, si c'est confirmé, et admettons c'est le premier mercredi du mois, c'est-à-dire que si vous avez candidaté le premier jeudi du mois, bah, vous prenez 4 semaines dans la vue. Donc c'est un élément à prendre en considération. Que se passe-t-il si on propose une alternative au LCA qui fournit des datas de CO2 émis bien plus précises? Donc si je comprends bien votre question, si on a mieux que LCA, que se passe-t-il? Eh ben, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Voilà. Donc plus vous pouvez apporter des éléments précis, mieux ça sera. Et plus il y aura de robustesse qui sera dans votre dossier. Quelle maturité de société pour candidater? Plutôt post-amorçage, premier tour ou bien pré-deuxième tour, plutôt PACID, autre façon de voir, avec plutôt déjà des fonds propres, 1, 2, 3, 5 millions d'euros ou possible, plus ou très early stage. Alors, c'est une bonne question, toutes les questions sont bonnes bien entendu. Ce qu'on observe majoritairement, c'est que les lauréats français à l'EIC Accelerator sont des gens qui ont déjà levé de l'argent. Quand je dis déjà lever de l'argent, alors on n'a pas remis forcément à jour totalement cette statistique, mais c'est des gens qui ont levé 1 million d'euros, voire plus dans certains cas. Des fois, ça peut être moins, mais c'est déjà des gens qui ont réussi à séduire. Et de toute manière, n'oubliez pas, il y a cette notion de maturité en termes de levée, et puis il y a aussi cette notion de TRL. Souvent, ça va un peu de pair, même si, en fonction des domaines d'application et des technologies, les tickets demandés ne sont pas forcément les mêmes. Mais on a un niveau de maturité quand même des sociétés qui est, elles ont déjà levé de l'argent. On a vu des cas bien spécifiques, des boîtes qui étaient déjà cotées, qui restaient PME bien entendu. Donc la palette est relativement large, mais en règle générale, c'est plutôt des gens qui ont levé de l'argent. Ça ne veut pas dire que c'est pas impossible, hein, mais on est plutôt sur la grande tendance. Le profil aussi en termes d'ancienneté ou quoi, nous on voit c'est des sociétés on va dire entre 5 et 7 ans d'ancienneté, avec déjà mobilisé fortement les aides BPI France. Une société qui sera arrivée sans avoir d'aide BPI France, il y a quelques cas, mais la plupart des Ayla, Bainov, Aide Deep Tech, Bourse French Tech Emergence, c'est des choses qui ont déjà été largement mobilisées. Donc voilà, c'est un petit peu des faisceaux d'indices que nous on vient chercher quand on regarde les profils pour se dire ok, le timing de la société est bon, ou peut-être qu'il faut commencer par aller voir ailleurs avant d'aller sur le ISAC Certa. Quelle est la différence entre Grand First et Grand Only? Alors, le Grand First n'existe plus déjà. Il a été mis sous le Blended, mais ça revient en quelque sorte
C'est comme s'il existait toujours. Grand Tony, c'est que vous avez vraiment que de la subvention, donc jusqu'à 2,5 millions de subventions. C'est un financement qui n'est pas forcément très apprécié par le l'EIC dans le sens où ça ne correspond pas forcément à la philosophie de soutien, puisque normalement l'EIC, le soutien, vous allez le chercher en disant, en gros, on n'arrive pas à lever des fonds privés. Donc en France, on a un lauréat, c'est Vortex CEO qui l'a eu et qui a montré, oui, en fait, on est capable d'autogénérer assez de financement pour le moment et ensuite on fera une levée de fonds. On va se débrouiller sans l'EIC. Ils ont réussi à avoir de la subvention seuls. À l'échelle européenne, je crois qu'il y a une trentaine de sociétés sur les 631 qui ont eu du Grand Tony. Donc, c'est vraiment un financement minoritaire et c'est que de la subvention. Et le Grand First, donc qui est désormais sous le chapeau Blended, mais en fait, Blended, ils vont faire une pré-due diligence et si la pré-due diligence est négative, ils vont dire, bon, on va vous mettre en quelque sorte en Grand First, on va vous donner la subvention. Vous aurez des jalons, vous les atteignez et en fait, l'atteinte de ces jalons débloque la discussion pour l'investissement. Donc, en Grand First, l'idée, c'était d'avoir de la subvention en premier qui vous permet de maturer le projet, de dérisquer le projet et dans un second temps, d'obtenir de l'investissement de la part de l'EIC. Et ça veut dire que dans un cas, vous êtes sur de la subvention seule et de l'autre, vous êtes sur un couplage subvention, investissement, investissement conditionné à des critères. Est-ce que vous proposez un accompagnement direct sur la full application? Alors, tout dépend de ce que vous appelez accompagnement direct. Ce que le PCN est amené à faire, c'est deux choses. C'est participer aux ateliers de relecture qui sont montés en commun avec les régions. Donc, un candidat qui est en train de travailler sur sa full application, il peut participer à ces ateliers de relecture. Nous, en tant que PCN, si on y participe, vous aurez notre regard qui n'engage que nous sur votre dossier. Ça, c'est un premier point d'accompagnement qui est loin d'être anodin. En revanche, si votre question, c'est accompagnement direct au sens on prend la plume pour vous pour écrire les dossiers, la réponse est clairement non. En revanche, il existe des aides, que ce soit au niveau régional ou une aide au niveau national opérée par BPI France, qui permet de venir d'avoir la subvention venant cofinancer des activités de montage qui sont assurées par des cabinets conseils. Donc là, on peut très bien vous mettre en relation, notamment avec les personnes qui sont en charge de piloter ces aides au montage. Donc c'est des choses qu'on est amené à faire très régulièrement. Mais par contre, l'opération main dans le cambouis, on rédige absolument pas. Nous, on relie et on peut aiguiller en amont sur les personnes qui peuvent vous aider à rédiger, qui sont des cabinets conseils, qui sont spécialisés en règle générale, qui sont plutôt des pure players du dispositif EIC Accelerator et qu'on a l'occasion de fréquenter régulièrement sur différentes instances, aussi bien ateliers dans la lecture que sur des comités un peu ad hoc. J'espère répondre à votre question. Quand est-ce que les dates de relève 2025 seront connues? Eh ben, la date de publication du programme de travail 2025, donc on peut dire raisonnablement octobre-novembre, à moins qu'il y ait une surprise. Donc d'où l'intérêt de rester connecté régulièrement, par exemple via le LinkedIn du PCN EIC Accelerator, puisque c'est le genre d'informations qu'on est amené à publier. Dès qu'on a l'info, on publie. Alors, quelle est l'articulation entre l'EIC Accélérateur et le futur instrument EIC STEP? Quelles sont vos recommandations pour bien orienter les startups entre les deux dispositifs? Alors, STEP, il n'est pas encore confirmé. Ce sera un peu l'étage supplémentaire de la fusée. Ça impacterait l'EIC Accélérateur qui verrait son financement un petit peu réduit, alors un petit peu réduit dans le sens l'enveloppe globale ainsi que le montant qui serait donné aux lauréats, puisque ça pourrait monter désormais que jusqu'à 10 millions. L'EIC Accélérateur STEP viendrait se plugger après avec une fourchette de 10 à 30 millions. Ce serait que de l'investissement, donc on oublie la partie subvention. Mais voilà, c'est pas encore confirmé, c'est dans la discussion du Work Programme. Tous les pays ne sont pas forcément d'accord pour la mise en place de cet appel, mais l'EIC est favorable. Donc ça, c'est le premier bloc. Le second bloc, c'est pour aiguiller. On peut se dire, alors c'est sous-entendu dans le Work Programme et dans la philosophie de l'instrument. C'est presque une société qui est lauréate de l'EIC Accélérateur. On va dire, sera privilégié pour candidater à l'EIC Accélérateur. STEP, on pourrait se dire, en fait, c'est la continuité. Donc ça, c'est un point. Après, STEP, c'est aussi, il faut garder en tête, l'EIC Accélérateur, c'est toute thématique, entre guillemets. Même si on pourrait dire qu'il y a certaines thématiques qui vont être écartées, les industries créatives et culturelles, on n'en a pas vu beaucoup.
STEP, il y a 4 blocs technologiques qui sont pointés par la Commission européenne. Donc, il y a les technologies digitales. Derrière, il va y avoir des semi-conducteurs, des processeurs, du quantique, de l'IA. Il y a la biotech, il y a l'énergie, enfin, il y a la green tech et je ne sais plus quel est le quatrième bloc, mais ouais, il y a un certain nombre de thématiques. Donc, il faut déjà cocher la case de cette thématique-là. Et ensuite, il faut être sur des levées de fonds très conséquentes parce que le IC, quand ils vont injecter donc entre 10 et 30 millions, ils attendent à faire des levées en phase de 50 à 150 millions. Donc, on est sur on va dire vraiment les tâches supplémentaires sur le IC accélérateur. Donc, il faudra voir sur le profil les sociétés. Si vous avez fait une levée de fonds à 500 000 euros, on pourra se dire commencez par le IC accélérateur avant d'aller voir le IC accélérateur STEP. Voilà. Merci. Alors, pouvez-vous préciser la dérogation pour candidater directement en full application que vous avez évoqué, plugin? Alors, il existe à la discrétion des États membres la possibilité de mettre en place un dispositif dit plugin. Ce dispositif plugin est opéré aujourd'hui par BPI France et va concerner majoritairement des entreprises qui ont été lauréates. Il y a une question de promotion année par année. Et donc, il y a une évaluation qui se fait au cas par cas, d'entreprises qui ont été lauréates, par exemple, d'un dispositif e-lab ou de Innov ou une aide Deep Tech, etc. En règle générale, BPI est à la manœuvre pour identifier des entreprises qui pourraient faire l'objet de plugins. Néanmoins, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on vous mettra en relation avec BPI France pour voir si, au regard de votre profil, si vous avez été lauréat de différents dispositifs, si vous pouvez être plugin demain. Néanmoins, point important sur lequel je rassure, c'est aujourd'hui, plugin ou pas, il n'y a pas d'incidence a priori sur le taux de succès. Alors, effectivement, ça permet de bypasser une étape sans candidater par la short application. Par contre, bien entendu, quand vous ne passez pas à la short application, ça veut dire que vous n'avez pas le retour d'expérience et le retour d'évaluation de la short application qui peut être utile pour candidater à la full application. Donc, il y a une utilité, ça c'est évident. Par contre, il ne faut pas se dire que c'est l'assurance de demain être lauréat le IC Accelerator. Donc, c'est une facilité. Et pour avoir accès au plugin, c'est au cas par cas. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On vous mettra en relation le cas échéant. Le consultant qui nous assiste nous a indiqué que le taux de succès risquait d'être plus bas sur 2024 à cause de la possibilité redonnée aux anciens projets de se représenter. Qu'en pensez-vous? Oui, ça fait partie des explications. Alors, ce qui est certain, c'est que le taux de succès mécaniquement va baisser puisque l'enveloppe budgétaire consacrée à l'OIC Accelerator a baissé. Donc mécaniquement, et qu'on va se retrouver avec un taux de, on l'a vu déjà sur le premier cut-off 2024, il reste néanmoins un niveau de candidature qui est loin d'être anodin. Donc oui, il y a un taux de succès qui mécaniquement sera plus faible. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter le IC Accelerator pour autant. Il semblerait que sur l'ensemble des sociétés ayant obtenu des financements EIC, une majorité serait du secteur de la santé et que l'Europe privilégierait dorénavant d'autres secteurs d'activité. Pouvez-vous le confirmer? Oui, en fait, il y a 50% du portefeuille qui est composé de sociétés santé. Et là, l'EIC se dit ils veulent essayer de rééquilibrer leur portefeuille. Donc, ça va se traduire par différentes choses. L'an prochain, il ne devrait pas y avoir de challenge en santé. Il y en a un cette année. Donc là, ils se disent, OK, on évite de flécher des sociétés. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de lauréat santé. C'est que peut-être s'il y a des arbitrages qui doivent être faits, par exemple, donc des sociétés déposent leur full, elles sont sélectionnées en full, elles arrivent aux euros, elles sont sélectionnées aux euros. Suite aux euros, on se retrouve avec trop de sociétés sélectionnées par les jurés par rapport au budget disponible. Là, il y a un arbitrage qui doit être fait. Peut-être qu'entre la société, on va dire à qualité identique, la société santé et la société en mobilité, l'EIC, il y a peu de sociétés en mobilité, elle risque de faire, en fait, on doit mettre 10 millions quelque part, on mettra 10 millions dans la société mobilité et pas dans la société santé. Donc ça peut avoir un impact, mais c'est vraiment entre guillemets lointain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lauréat santé durant les prochaines années, prochains cut-off. Si de gros partenariats ont des levées se concluent du courant octobre, peut-on passer par vous pour transmettre l'information avant le jugement du dossier? Alors si je comprends bien la configuration, c'est si jamais il y a des faits réellement nouveaux après la date de soumission de votre dossier full application d'octobre, est-ce que par notre intermédiaire, on peut envoyer une update aux membres du jury? La réponse est non. C'est une fois que le dossier est envoyé,
les différents documents envoyés, ils sont entre guillemets scellés, gelés, et on ne se risque certainement pas à ça, et pas plus que si jamais vous n'avez pas vocation à renvoyer des éléments. En revanche, tout l'intérêt du pitch, même si vous avez un pitch deck qui va être figé de fait, s'il y a des éléments qui vous paraissent donnant un caractère beaucoup plus robuste, solide, des éléments de garantie ou confiance dans votre dossier, il faut les indiquer lors de votre pitch ou de les glisser subtilement lors de la partie question-réponse ou pas subtilement, d'ailleurs, peu importe. Mais s'il y a des effets nouveaux qui sont ultra importants, comme effectivement un gros partenariat ou une levée, c'est un fait suffisamment marquant pour être capable de le dire en pitch et ou probablement aussi question. Par contre, on ne peut pas faire ce type de manip, ça n'existe pas. Voilà. Est-ce que la plupart des dossiers déposés sont déposés par une équipe de consulting support pour la rédaction? On voit de nombreux lauréats être accompagnés. Après, il y en a des lauréats aussi qui ont fait ça seuls. Là, sur la dernière relève, sur les 13 lauréats, je pense qu'on en a un qui a fait tout seul et un autre qui a fait en gros le gros du dossier seul, mais avec du support sur des points particuliers du dossier en ayant de l'accompagnement. Donc il y a des cas, voilà, en général il y a de l'accompagnement. On a aussi des lauréats qui ont monté seuls. Ça dépend bien entendu de la maturité de chacun sur ce type d'exercice. Après la short application, y a-t-il l'obligation immédiatement de partir sur step 2, donc la full application, ou bien peut-on attendre un peu, par exemple, pour avoir levé des fonds ou plus de clients? Vous pouvez attendre, par exemple, en fait, une candidature qui est faite, mettons janvier, imaginons janvier 2024, vous avez candidaté en short, vous n'êtes pas obligé de candidater ni sur le cut-off de mars 2024, ni sur le cut-off d'octobre 2024. La short est valable désormais sur, on va dire, 2 années courantes. Donc, vous auriez la possibilité de candidater en 2025. Donc voilà, vous avez du temps devant vous. Vous n'êtes pas contraint à enchaîner. C'est à partir de l'étape 2 où là, tout s'enchaîne. C'est déposer votre étape 2. Si vous avez votre go à l'étape 2, vous êtes convoqué aux oraux qui suivent. Ce n'est pas le cas pour la short. Sous quelle forme l'IIC est intervenu auprès des 2 sociétés cotées en bourse qui ont reçu des fonds? Pas le détail. Là, malheureusement, on n'a pas d'informations. On a un tableau qui dit qu'ils ont investi, mais derrière, on n'a pas forcément les coulisses. Pouvez-vous préciser la notion de deep tech pour l'IIC? Compliqué à définir. En fait, voilà, c'est des éléments. Enfin, nous, on vous donne un peu les faisceaux qu'on peut voir. C'est mettre en avant des liens avec des laboratoires de recherche ou en être issu. Parfois être issu de projets de recherche européens. On a des sociétés comme Cyperl, c'est un projet issu d'un consortium européen. On a il y a des notions de risque technologique. Enfin, il y a des domaines d'application où on sait que on va dire c'est favorable. On se pose pas trop de questions. Le new space, la biotech, le quantique, les semi-conducteurs, des choses comme ça coche assez facilement les cases. Parce qu'il y a aussi des risques de développement technologique et des besoins financiers très importants. Donc, c'est un petit peu des choses, mais c'est dur de dire, il n'y a pas de définition noir sur blanc et on peut vous dire, ah, c'est bon, vous êtes deep tech. Il y aurait peut-être des projets, même, ils ne sont pas forcément, entre guillemets, deep tech, mais ils disruptent les marchés, ils ont beaucoup d'impact. Donc, c'est dur de vous dire clairement, si vous êtes vous dites, on pense candidater, contactez-nous, on pourra regarder ensemble le projet et se faire une idée sur est-ce que ça semble pertinent ou pas pour vous d'aller sur le UX Accelerator. Est-ce qu'une innovation qui consiste à dériver une technologie pour adresser un marché différent, sans solution, peut être considérée comme intéressante par l'IIC? Alors, tout dépend ce que vous appelez dériver une technologie, tout dépend le développement nécessaire pour dériver cette technologie et bien entendu la solution que vous allez proposer sur le marché, là sur l'application spécifique. Dans quelle mesure, pour rebondir sur ce que disait Gorka, ça vient de disrupter. Voilà, c'est difficile de répondre là comme ça en instance dans le cadre d'un webinaire, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou au préalable nous décrire un petit peu plus la techno, ce que vous voulez faire, et puis les verrous, hein, il y a cette notion de risque, hein, une intervention publique, et surtout sous forme de subvention, ce qui est le cas de la partie blended, puisque c'est subvention et equity, la partie subvention elle est là pour accompagner du risque.
Donc, il faut bien démontrer qu'il y a encore, alors, sans forcément parler de très gros verrous technologiques, quoique, quand vous êtes passé TRL5 à TRL6 ou 6 à 7, il y a encore des enjeux technologiques. Donc voilà, il faut être capable de tout justifier. Donc, difficile de répondre comme ça, cas par cas. Et ce qui semble être la dernière question, quel est le montant de préfinancement en début de projet? 50% moins 5% de fonds de garantie. Normalement, c'était ce qui était indiqué. On attend de voir concrètement qu'est-ce que ça va donner, parce qu'on vous l'a dit, il y a eu l'introduction d'une modalité de financement qui s'appelle le lump sum. On va voir si ça impacte la manière que le IC a de financer, mais normalement, c'est 50% moins 5% de fonds de garantie. Quel est le nom de la page LinkedIn du PCN? Alors, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est PCN Conseil européen de Conseil l'innovation. européen de l'innovation. Ouais. PCN Conseil européen de l'innovation. De toute manière, dans le support que vous avez sous les yeux, qui est utilisé pour cette présentation, il vous sera envoyé cet après-midi. Normalement, il y a le lien vers la page LinkedIn, donc avec un lien cliquable. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est effectivement un bon moyen de rester en contact avec nous. Et bien, a priori, je crois qu'on a purgé l'ensemble des questions. Si vous avez des questions qui sont très spécifiques à votre projet, vous l'avez compris, c'est pas forcément dans ce cadre-là qu'on va être capable de vous apporter une réponse très, très robuste. Et je pense que vous avez compris aussi que tout ça se traite au cas par cas, que notre avis n'engage que nous et qu'on peut avoir une paire de lunettes qui peut varier sur un projet, etc. Mais comme bien entendu, nous ne sommes pas des évaluateurs en tant que tels, vous avez un avis. Et puis après, à vous de voir avec votre équipe si vous foncez sur le IC Accélérateur, qui reste un dispositif sur lequel les Français se débrouillent très bien. Voilà. Gorka, si tu veux dire le mot de la fin. Merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. On espère que vous avez trouvé voilà, les réponses aux questions que vous aviez, ou en tout cas que vous en avez appris plus sur l'UIC Accélérateur. Et comme l'a dit Jérôme, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique. On reste à votre disposition. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.